le patriarcat, dans les plaisants féministes, protégeait les femmes. Car lorsque la femme tombait enceinte, il fallait réparer la faute. On se mariait. À partir du moment où la pilule permet effectivement de dissocier la sexualité de la reproduction, le rapport de force a changé. Et on a présenté ça comme une grande émancipation des femmes, alors que les femmes étaient perdantes sur le marché sexuel, dans la mesure où cela ne pouvait qu'accroître, élargir le marché de la sexualité sans risque et la domination masculine. Bonjour chers lecteurs de Boulevard Voltaire, nous accueillons aujourd'hui dans votre salon notre invité Patrick Buisson. Merci Patrick Buisson. Bonjour Gabriel. Alors Patrick Buisson, vous êtes essayiste, journaliste, politologue, conseiller politique, et si vous me passez cette expression, si je n'avais pas peur de vous vexer, je dirais sociologue, car vous êtes un grand observateur des mutations sociales de notre pays. Alors votre dernier livre s'intitule Décadence, mais pas avec l'orthographe habituelle. Vous avez repris le titre d'une chanson de Jane Birkin et Serge Gainsbourg, un couple qui incarne assez bien cette décadence, vous en parlez dans votre livre. Alors ce livre est la suite de La fin d'un monde. Il pourrait s'appeler La fin d'un monde 2, du reste. Vous continuez votre déconstruction des déconstructeurs. Alors ce livre est passionnant et décapant, mais je ne suis pas certaine que Marie-Claire lui décerne la mention solaire et inspirant. Vous voyez, comme selon les expressions je ne la visais consacrées. Vous ne la visiez pas, c'est mieux. Alors dans La fin d'un monde, vous décriviez le démontage pierre par pierre de la clé de voûte catholique en France. Du sacré. Du sacré, et en particulier dans sa dimension populaire. Et dans Décadence, vous analysez le détricotage d'une autre clé de voûte, la femme. Détricotage de la femme en tant que mère, épouse, poutre maîtresse du foyer et femme tout court, puisqu'on voit aujourd'hui, après 50 ans de combat pour la libération de la femme, que les femmes sont invisibilisées par les trans. Alors, est-ce que il n'y a pas dans ce combat qui a été la libération de la femme encore une entourloupe du patriarcat avec un idiot utile, le féminisme ? Je ne parlerai pas d'entourloupe du patriarcat. Je parlerai plutôt de victoire ou d'une forme de consécration de la phallocratie. C'est pas du tout la même chose. Et si vous voulez, on verra sur cette distinction. Alors oui, le premier tome était consacré à la déconstruction du sacré. Et celui-là explore le monde profane avec, vous avez dit que je faisais un travail de sociologue, j'essaie aussi de faire un travail d'anthropologue. C'est de comprendre ce qui a changé dans les mentalités, dans les comportements, dans les mœurs, par rapport au siècle des civilisations précédentes. Or là, il y a une rupture fondamentale qui fait de l'homo economicus, du consommateur, si vous voulez, l'élément central de la reconstruction d'une autre humanité. On fabrique pas simplement des objets, de la marchandise, on fabrique une nouvelle humanité à partir des années 60 avec l'avènement de ce qu'on appelait la révolution consumériste, la marchandise. Voilà. Et on fabrique aussi de nouveaux comportements en matière de sexualité. Donc, l'identité humaine est réduite à ce qu'elle a finalement de plus impersonnel. La sexualité et le consumérisme. C'est la consommation des corps et de la marchandise. Vous voyez, c'est un bouleversement, une rupture anthropologique, un basculement anthropologique considérable, en l'espace de 15 ou 20 ans. Alors il y a évidemment, dans ce grand mouvement, un changement par rapport à l'ancien régime des mœurs qui va porter sur, effectivement, ce qu'est l'identité et la nature de la femme. D'abord, à partir des années 60-65, les gouvernements changent de politique, commencent à changer de politique familiale. La mère au foyer était la reine de l'après-guerre, l'époque des baby-boomers, soutenue par une politique d'État nataliste extrêmement forte. Les lois qui ont été votées avant-guerre, en 1920 notamment, sur l'interdiction de la propagande anticonceptionnelle, ont été le fruit
des républiques. C'est pas simplement l'Église qui a cette vision de la femme en tant que génitrice, en tant que mère. Voilà. C'est aussi les lois républicaines. Et au lendemain de la guerre, il y a consensus des communistes gaullistes en passant par les démocrates chrétiens pour faire de la mère, et singulièrement de la mère au foyer, la clé de voûte de la société, avec une politique extrêmement généreuse. Il y a ce qu'on appelle l'allocation de salaire unique, à l'époque, qui est l'équivalent d'un SMIC d'un ouvrier. Vous voyez, donc c'était très incitatif, et ça donnait aux femmes le choix, soit de rester chez elles, soit de travailler. Les gouvernements, à partir de 1954, le gouvernement de Pierre Mendès France, décident de désindexer l'allocation de salaire unique. C'est-à-dire qu'elle n'est plus indexée sur le coût de la vie. C'est-à-dire qu'elle va devenir progressivement moins intéressante. Et on va changer d'optique. C'est-à-dire que la politique familiale c'était pas un instrument redistributif, c'était pas un élément de la politique sociale. Ce n'est pas de l'assistanat, si vous voulez. C'était une rétribution pour service rendu par les familles à l'État. Le fait d'élever, de faire et d'élever les enfants. Voilà. Donc tout ça procède d'un changement de fond sur le plan politique qui va accompagner et amplifier évidemment le changement des mœurs. On peut voir du reste, je fais un aparté d'actualité, dans la réforme des retraites, à quel point la question des femmes et de la natalité a été laissée sur la touche et diabolisée immédiatement ces dernières semaines. C'est l'impensé du débat. Pratiquement personne n'en a parlé, à part Retailleau au Sénat. Ça a été totalement évacué du débat, alors que nous avons... Un peu le Rassemblement national, quand même. Certains élus, oui. Nous avons effectivement un régime de retraite par répartition dont l'enjeu matriciel est le nombre d'actifs. À partir du moment où on a eu ce grand changement dans la mentalité des politiques, c'est-à-dire on a changé de temporalité politique. On est passé du temps long de la collectivité au temps court de l'individu. Les politiques ont voulu une rentabilité électorale immédiate. Or, la politique de la famille, l'investissement dans la jeunesse, dans le capital humain, le retour sur investissement, c'est 20 ans. Oui, donc nous payons aujourd'hui les fautes qui ont été commises il y a 20 ans, il y a 30 ans et il y a 40 ans. C'est-à-dire la fin de cette politique familiale. Cherchant la rentabilité immédiate, on a abandonné progressivement cette politique de soutien à la famille. Et il faut bien dire que nous payons, voilà, c'est un tabou, c'est le nouveau sacré, des lois qui ont été votées, la loi Neuwirth en 67 et la seconde loi sur la contraception, la loi Veil de décembre 74, puis la loi libéralisant l'avortement en janvier 1975, nous payons les conséquences de ces lois. C'est extraordinaire parce que finalement, aujourd'hui, on sanctuarise, on sacralise ce qu'on appelle les lois de l'amour, lois présentées comme émancipatrices. Voilà. Et le féminisme, avec le recul, ne fait que remettre en cause les effets directs ou indirects de ces lois. Effets directs ou indirects sur les attitudes masculines et sur le comportement psycho-affectif des femmes. MeToo, c'est quoi? C'est la revanche sur les conséquences qu'ont eues ces lois. Quelles conséquences? Eh bien, la pilule, par exemple, a contribué, et les premières féministes d'ailleurs, les féministes américaines ont bien vu le danger, à la fois à la réification chimique du corps de la femme, à son instrumentalisation technico-marchande au profit des laboratoires pharmaceutiques, et à changer les comportements masculins. Ça a modifié le marché des rapports sexuels. Pourquoi? Eh bien, les hommes se trouvant délivrés à la fois d'une paternité menaçante ou d'une fidélité encombrante, il faut bien le dire, n'ont pas aboli leurs privilèges en votant la loi Neuwirth, mais au contraire, proclamé une sorte de droit de cuissage permanent. C'est-à-dire, on assiste à la marchandisation du corps féminin. Et dans les rapports, c'est le vieil idéal de la phallocratie qui a été réalisé. Pas de mariage, pas d'enfant. On s'accouple sans se mettre en couple. Et on consomme tous les partenaires que l'on souhaite sans avoir la charge de l'entretien sentimental et financier de ses partenaires. Donc les conditions du marché sexuel ont été bouleversées par l'effondrement du coût social de la relation.
avant, sous le patriarcat honni, alors que, là je le dis pour vos téléspectateurs, le patriarcat, dans les plaisants féministes, protégeait les femmes. Car lorsque la femme tombait enceinte, il fallait réparer la faute. On se mariait. À partir du moment où la pilule permet effectivement de dissocier la sexualité de la reproduction, le rapport de force a changé. Et on a présenté ça comme une grande émancipation des femmes, alors que les femmes étaient perdantes sur le marché sexuel, dans la mesure où cela ne pouvait qu'accroître, élargir le marché de la sexualité sans risque et la domination masculine. D'ailleurs, les premières féministes aussi ont été sensibles à ça. On en a pu parler par la suite, mais il suffit de lire la presse féministe de l'époque. Elles se disent, mais on troque une forme d'aliénation contre une autre. Est-ce que cette autre forme d'aliénation est finalement pas plus dégradante? Est-ce que finalement nous ne sommes pas plus soumis aux impératifs sexuels des mâles? Puisque l'accès au corps féminin devient un accès sans risque pour les hommes. C'est ça qui a changé à ce moment-là. Et aujourd'hui, alors, les féministes disent beaucoup de bêtises et de contre-vérités, notamment ce procès du patriarcat. Les mœurs, l'ancien régime des mœurs avec le patriarcat avait plutôt tendance à être une protection pour les femmes. Alors que le nouveau régime qui se met en place à partir de la loi Nevers en 67 expose les femmes en faisant s'effondrer le coût social de la relation. Il n'y a plus besoin de se marier. Donc le corps de la femme n'a plus le même prix, même sous le regard de l'homme, surtout sous le regard de l'homme. Alors, pour revenir à ce thème de la femme qui s'est peut-être fait avoir, vous évoquez aussi dans le cadre du travail que nous évoquions tout à l'heure, cette grille marxiste, qui est celle de Simone de Beauvoir, qui a été collée sur les relations hommes-femmes, qui a fait des femmes des prolétaires comme les autres. Mais vous dites finalement, une fois de plus, ce sont les femmes des milieux populaires avec des revenus modestes qui se sont fait avoir par les bourgeoises. Et vous citez Jacques Ellul, « J'en veux à ces intellectuels qui mélangent l'expérience de la bourgeoisie désœuvrée avec celle de la femme réduite au travail ». C'est vrai que on a dit que le travail était une libération pour la femme, mais est-ce qu'il l'était vraiment pour toutes les femmes? Bien sûr que non. Il y a eu une convergence, et c'est un des grands éléments structurants de l'époque, entre le capitalisme de la consommation, qui voulait des femmes acheteuses, c'est-à-dire avec un pouvoir d'achat, et le féminisme, qui cherchait en fait non pas simplement à faire que la maternité ne soit plus le destin naturel des femmes et leur proposer un choix à la place de la maternité, le travail, pourquoi pas, mais en fait à évacuer la maternité totalement comme étant un obstacle à la carrière des femmes. Voilà. Obstacle dans la continuité, dans la permanence du travail, on sait tous les problèmes que cela se posait. Et le féminisme n'a pas cherché à un seul moment à essayer de peser sur le marché et sur les exigences du capitalisme de la consommation, qui était aussi un capitalisme de la séduction, pour adapter les conditions du marché à la féminité, c'est-à-dire à la nature féminine. Vous voyez ? Pas un seul instant. Au contraire, elles ont été complices de la dénaturation du corps féminin qui a dû, lui, s'adapter aux exigences du marché du travail. C'est à vous de vous adapter. C'est pas au marché de s'adapter aux femmes qui travaillent. Phénomène relativement limité, car le travail féminin a toujours existé. Oui, ce qui change, c'est le salariat qui remplace le travail de la femme dans le cadre de l'exploitation agricole, ou de la femme de l'artisan, ou de la femme du commerçant. C'est le salariat qui crée les conditions d'une autonomie financière des femmes, et qui va créer évidemment des conditions propices à, l'instabilité des couples, et donc à des divorces plus fréquents, puisque la femme, en gagnant une forme d'autonomie financière, trouve une liberté de choix dans les partenaires, et même la possibilité de changer de partenaire beaucoup plus fréquemment qu'avant. Oui, c'est intéressant. Vous dites de fait que c'est le salariat plus que le travail de la femme, puisque les femmes d'artisans, de paysans travaillaient. Mais le salariat les a propulsés aussi loin de leur foyer géographiquement et avec moins de possibilités d'organiser leur temps, alors que c'était le cas sans doute. Voilà. Et donc le féminisme n'a pas du tout cherché à améliorer les conditions de la femme au travail. C'était pas l'objectif. Au fond. Et c'est pas du tout un paradoxe, d'ailleurs on le voit bien avec Simone de Beauvoir, c'est que les femmes sont
alignées sur le modèle masculin du travail, comme idéal de vie, si vous voulez. Elles n'ont pas cherché du tout à apporter quelque chose qui rendait compte de leur propre nature et de leur propre... On a fait de la travailleuse un travailleur comme les autres. Elles sont des travailleurs exactement comme les autres, voilà. Et le repère, c'était l'excellence, ça restait le masculin. D'ailleurs, Simone de Beauvoir l'a montré dans son adoration de la personne de Sartre. L'excellence, c'était le masculin. Il fallait se comporter comme des hommes pour être heureux ou pour être épanoui en tant que femme. Ben, c'était pas le projet, c'était pas l'envie de toutes les femmes. C'était effectivement, d'une certaine catégorie, les classes aisées, les classes instruites. Alors, vous évoquez dans votre livre une complicité de fait entre le féminisme et le capitalisme. Alors, je vous cite, « C'est en mai 68 et dans les années qui ont suivi que s'est accompli, selon le philosophe marxiste Michel Cloukart, l'alliance du libéral et du libertaire, tous deux en parfaite congruence pour liquider les valeurs ascétiques et inhibitrices du vieux monde. » C'est aussi la thèse de Michéa avec son fameux ruban de Möbius libéral-libertaire. Est-ce qu'on n'en atteint pas l'acmé avec Emmanuel Macron ? On dit qu'il est en même temps libéral et libertaire, de droite et de gauche. Oui, alors savoir ce qu'est idéologiquement Emmanuel Macron, je vous avouerai que je n'ai pas de réponse qui me vienne spécifiquement à l'esprit. Simplement, je constate, vous voyez, par exemple, en ce qui concerne la politique familiale, il n'est pas revenu sur ce qu'a fait François Hollande. C'est-à-dire, François Hollande a mis fin à l'universalité des allocations familiales. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'était une rétribution et non pas un élément de la politique sociale d'assistance. Eh bien, en plafonnant les allocations familiales et le quotient familial, Hollande a fermé la parenthèse de 50 ans de politique familialiste en France. Voilà. Macron n'est pas revenu sur ça. Donc, le gérant démocratique qui est là pour une période très limité, 5 ans, 10 ans s'il est réélu, n'a pas dans son champ de vision, effectivement, l'échelle du temps collectif. Le temps collectif, c'est la longue durée. Les civilisations, elles se bâtissent sur la longue durée. Je vous parlais de ce changement de temporalité. Il est fondamental pour comprendre ce qui s'est passé dans les années 60-70. Vous me direz, ça a toujours été le cas avec les régimes républicains, puisque les mandats électifs sont des mandats relativement courts. Oui, mais il y avait la possibilité de la réélection. Oui, mais le mandat présidentiel, par exemple, a été de 7 ans. Donc 14 ans, c'est une durée significative en politique. Aujourd'hui, c'est pas vrai, on est élu pour 5 ans et en fait, on pense à sa réélection au bout de la première année. Voilà. Alors aujourd'hui, Macron a délivré une décret de contingence. Oui. Donc, on pourrait imaginer quelqu'un qui a le courage de prendre des mesures politiques impopulaires et de les assumer. Si évidemment le courage a conduit simplement à faire cette réforme de la retraite pour laquelle il n'y avait pas d'urgence, mais qui n'est, il faut le dire, que l'aboutissement de 50 ans d'impéritie des politiques. Vous savez, on connaît la formule de Thiers, gouverner c'est prévoir. Aucun des politiques qui se sont succédés n'ont prévu, c'est-à-dire n'ont pris des mesures pour faire en sorte que le régime de répartition, notre modèle social, puisse continuer à être financé. Si nous avions gardé la politique familiale ou mis en place ou prolongé la politique familiale qu'annonçait Simone Veil en faisant voter la loi sur l'avortement, il n'y aurait pas à défiler aujourd'hui pour défendre la retraite à 62 ans. Voilà. Problème qui se reposera dans 5 ans ou 10 ans puisqu'il y aura de nouveaux déficits. Donc, voyez, on est dans un paradoxe absolu. Jamais politique publique n'avait enregistré un tel fiasco. Je veux parler des lois Neuwirth et Veil sur la contraception et l'avortement. Jamais. Leur projet, les 2 lois sur la contraception, c'était quoi? C'était faire de la contraception le remède à l'avortement. Or, en fait, ce n'en était que le service après-vente. Et je parlais de mensonges d'État. C'est extraordinaire pour faire passer ces lois. Dans les préambules de la loi Simone Veil, comme dans le premier projet sur l'avortement de Tétinger 2 ans auparavant, on parle de 800 000 avortements. Ce chiffre ne correspond à aucune réalité. Toutes les études de l'INED montrent qu'il y avait 200 000 avortements clandestins. Donc on a fait une loi à partir de chiffres qui étaient faux. On a promulgué les décrets d'application de la loi Simone Veil sur l'avortement avant de promulguer les décrets d'application de la loi votée 2 mois auparavant sur la contraception, la 2e loi Veil. C'est-à-dire qu'on était pressé de mettre en place en fait
une politique d'avortement. Donc, mensonge d'État à l'origine, qui aboutit à un échec que tout le monde constate. 72% aujourd'hui des femmes qui se font avorter sont sous contraception. Ce sont des comportements complémentaires. La contraception n'a jamais été un remède à l'avortement. Ouais, c'est cette idée qu'une Wirth avait vendue à l'épouse du général de Gaulle, Tante Yvonne, en disant la contraception permettra d'éviter le crime absolu. Elle était très sensible à ça, parce qu'elle était mère d'une enfant trisomique, Anne, qui est morte à 20 ans. De Gaulle y était hostile. Mais on dit que c'est son épouse qui l'a convaincu d'accepter la loi de Wirth, avec toutes les réserves qu'il a pu apporter d'ailleurs par la suite. Vous savez que les décrets d'application ont mis 5 années avant d'être promulgués, tellement la majorité résistait à cette affaire, sentant bien là un basculement de société. Alors, le propos ne consiste pas à dire faut revenir en arrière, vous êtes des réactionnaires. Oui, ça, moi j'assume d'être tout à fait réactionnaire. Léon Daudet disait, je suis tellement réactionnaire que parfois j'en perds le souffle. Bon, ça m'arrive aussi. Mais c'est pas la question. La question, c'était effectivement permettre à la société de faire les choix qu'elle avait envie de faire. On ne peut pas imposer l'éthique catholique qui demande un comportement héroïque, ascétique à des gens qui n'ont pas envie de le suivre. Hein. Je veux dire, les usagers du sublime ne sont pas si nombreux que cela. Mais en revanche, la politique familiale promise par le gouvernement de Jacques Chirac à l'époque, on est la première année d'élection de Valéry Giscard d'Estaing, n'a jamais été mis en place. Voilà, c'est la faute politique initiale dont nous payons aujourd'hui les conséquences. Alors vous illustrez chaque marche gravie de cette déconstruction par une chanson, un film, une émission de radio ou de télé. Je pense à Ménie Grégoire par exemple, ou un article de journal. Ça rend d'ailleurs votre livre très vivant. Et vous pensez que tout cela, c'est pas seulement le reflet de l'époque, ils ont été aussi acteurs de ces changements. Ah mais des acteurs centraux. Ah oui. Centraux. On est face à une entreprise d'ingénierie sociale. On peut appeler ça une anthropofacture. On cherche à fabriquer de nouveaux comportements. L'immense majorité des Français écoutent la radio et regardent la télévision. Donc ce reformatage des mentalités, il se fait par ces nouveaux médias. Qui pénètrent tous les foyers. Voilà. Par exemple, l'émission de Ménie Grégoire, 2 millions d'auditeurs sur RTL. Alors, de grande écoute où les ménagères sont seules au foyer, 14 heures, très bien, voilà. Le fil rouge, c'est quoi? Moi, je suis impressionné par le projet politico-philosophique qu'ont porté ceux qui ont été à l'origine de ce changement de mœurs. La destruction du catholicisme, de l'ancienne société chrétienne. Ménie Grégoire a une phobie du catholicisme, est élevé dans un milieu traditionnel. Son frère, l'abbé Laurentin, va être un des experts au Concile de Vatican II, mais à la mort de son père, elle rejette le catholicisme et toute la morale liée au catholicisme. Dans un autre domaine, celui de la culture jeune, Philippe Aki, qui est le condisciple de Lustiger dans un établissement prestigieux parisien, dans ses mémoires, raconte qu'il hait le catholicisme. Un des projets de sa vie a été effectivement de déconstruire les mœurs catholiques. Pierre Simon, qui était à l'origine de la loi Neuwirth, grand maître de la Grande Loge nationale de France, lui porte un projet philosophique. Il l'explique. Il ne faut plus que la vie soit un don de Dieu ou un absolu inviolable. Il faut que la vie soit un matériau à gérer, à transformer par la science qui ouvre la porte à toutes les manipulations et à tous les débats bioéthiques qu'on a connus dans les années qui ont suivi. Donc il y a une révolte de cette génération contre ce qu'était la morale chrétienne et l'emprise finalement de l'Église catholique sur les femmes. Voilà. Alors il y a un lien du reste pour poursuivre sur ce sujet entre vos deux tomes, entre La fin d'un monde et celui-ci, que vous résumez par cette formule lapidaire, Ève et la pomme, le match retour. Alors vous dites on passe d'une société holiste, catholique, avec un humus catholique, à la culture moderne de l'autonomie individuelle. Et on n'est jamais revenu dessus finalement. Jamais. Et je mets en avant cet extraordinaire paradoxe.
c'est que l'autonomie qui est l'horizon de libération proposé à l'homme ou à la femme dans les années 60-70 n'est en fait que l'ultime stade ou forme de la dépendance. Un exemple. La loi sur le divorce par consentement mutuel est votée en 1975, après pratiquement un siècle de statu quo. C'était la loi Vidal-Naquet, votée en 1884, qui régissait le divorce. Voilà. Alors, le divorce, c'était, je vais dire, un bien de consommation bourgeoise. Il y avait très peu de divorces dans les milieux ouvriers. La loi par consentement mutuel, parce qu'elle abaisse le coût du divorce, qu'elle rend les procédures plus facile, va toucher, j'allais dire, un autre public, une autre population. Et elle va être, à l'origine, là aussi, sujet tabou, il fallait sanctuariser une conquête sociale de la paupérisation d'une grande partie de la population féminine, avec ce concept affreux venu de la sociologie américaine de famille monoparentale, comme si un enfant ne pouvait avoir qu'un seul parent. Il a deux parents, même s'ils sont séparés, même si le foyer n'est constitué que de la mère et de l'enfant. C'est le concept, vous voyez, cette élimination sémantique de même l'évocation du père, de la paternité, annonce toutes les lois qui sont venues par la suite et que nous devons subir aujourd'hui. Eh bien, la conséquence directe, c'est effectivement, dans un ménage ouvrier, la séparation à un autre couple dans un ménage bourgeois. Voilà. Parce qu'on n'a pas la même surface financière, parce que deux logements ça coûte plus cher qu'un seul, et qu'on va avoir effectivement très rapidement ces familles monoparentales qui vont dépendre non plus du vieux régime du patriarcat où l'homme, je vous rappelle qu'en 1972 la loi institue l'autorité parentale conjointe, c'en est fini du pater familias, mais on va plus avoir donc ce patriarcat, mais on va avoir un patriarcat d'État en fait. Et ce sont les administrations, les guichets sont distribués, les allocations qui vont exercer un contrôle social sur les femmes. Donc vous voyez, on remplace une forme de domination, de contrôle, de tutelle, qui était celle de l'homme dans l'ancienne société, par une autre forme de domination, de tutelle et de contrôle qui est ce patriarcat d'État. En fait, on établit une police de la famille sans le dire. Et on rend la femme non plus dépendante du mari, mais dépendante des organismes qui vont savoir si elle est bien justiciable des allocations, si elle remplit toutes les conditions, elle va rendre de compte de la manière sur elle élève ou elle éduque ses enfants. Enfin bref, on substitue un pouvoir ou une forme de contrôle à un autre. Donc l'autonomie devient l'ultime stade de la dépendance, parce que entre le contrôle du mari qu'on pouvait accepter, ou la relation avec le mari qu'on pouvait accepter parce qu'il y avait une relation d'amour ou qui reposait sur les sentiments, et celle plus tatillonne et dépourvue de tout affect de l'administration, c'est pas le même type de rapport, vous en convenez. Donc en fait l'autonomie après laquelle ces 30 glorieuses devenues, pour la dernière partie, les 15 piteuses, aspiraient ou débouchent sur des formes de domination qu'on n'avait pas prévues. De même, par exemple, pour la pilule, on en parlait tout à l'heure. On passe effectivement, on met la femme sous le contrôle, et dans le domaine de son intimité, d'un corps médical qui à l'époque est essentiellement masculin. Il y a quelques gynécologues femmes, mais assez peu. Donc il y a un contrôle à la fois technique et psychologique qui passe du mari au médecin gynécologue. Mais on passe d'une forme de domination à une autre. Mais d'ailleurs, les féministes l'assument très bien. Gisèle Halimi dit, mais mieux vaut la tyrannie du salariat que la dictature du patriarcat. Au fond, et elle pousse les femmes des milieux ouvriers à travailler, parce que c'est dans ce milieu-là, finalement, où il y avait le plus de femmes au foyer. C'était dans les milieux ouvriers. Oui, simplement pour répondre aux cris d'orfraie à venir, pour ceux qui pourraient imaginer vos propos comme un appel au retour du patriarcat, je pense à ces femmes d'autrefois. Il y en avait beaucoup qui tenaient les cordons de la bourse, même si elles ne gagnaient pas l'argent. Alors, la réalité, les cris d'orfraie, je m'en moque absolument. Je maintiens que le patriarcat est une forme de protection avec ses injustices, ses iniquités, ses excès, tout ce qu'on
on voudra, mais que l'aliénation à laquelle on est parvenu est pire aujourd'hui, et que sous couvert d'autonomie, on est arrivé à une forme d'hétéronomie encore plus importante. Oui, les féministes ont essayé de conceptualiser cela et montrer la manière dont on peut raisonner à l'envers, c'est-à-dire lorsqu'on sort des réalités. Je pense notamment à une féministe qui a écrit un livre dans les années 70 qui s'appelle L'ennemi principal. L'ennemi principal, c'est le mari, le père. Voilà. Donc, la lutte, elle se passe pas à l'extérieur, elle se passe à l'intérieur du foyer parce que la femme subit l'exploitation domestique. Elle apporte son travail gratuitement. Bon. Et donc, le mari serait l'exploiteur. Cette exploitation est commune à tout le monde, disent les féministes, ce qui constitue les femmes en classe. De même que l'exploitation du patronat constitue le prolétariat en classe. Et c'est donc voilà, la lutte des sexes qui va remplacer la lutte des classes. Alors, ces dames oublient une chose, c'est que précisément dans les milieux ouvriers et populaires, la théorie de l'exploitation économique mise en avant par les féministes est totalement à côté de la réalité. Dans les milieux populaires, on le sait, il suffit d'avoir lu la littérature du 19e et de savoir comment les choses se passaient jusque dans les années 60. Il y a une sorte de matriarcat budgétaire. L'homme remet sa paye à l'épouse. Voilà. Et c'est l'épouse qui lui donne son argent de poche. Voilà comment les choses se passaient. Vous parlez d'un patriarcat terrible, étouffant, tyrannique. Voilà. Il y avait des équilibres naturels qui s'étaient formés, et donc on passe aujourd'hui totalement sous silence, hein. De même que la femme de l'exploitant agricole, du paysan, on ne parlait pas encore d'exploitant agricole, apparaît comme aliénée, soumise, etc. On sait très bien que le rapport dans le couple n'était pas du tout de cette nature. Il suffit d'avoir lu tous les travaux qu'ont fait les historiens sur le monde rural pour savoir que les choses ne se passaient pas comme ça. Donc le patriarcat qu'on nous a décrit comme une forme de domination oppressive et terrible n'a rien à voir avec la réalité historique, absolument rien. Donc et si je dis aujourd'hui par provocation c'était une forme de protection, je vous ai donné l'exemple, oui, c'était le cas. Alors, votre livre, je vous cite, est un chant funèbre pour une génération. Et pourtant, vous le dites vous-même, vous êtes un boomer. Vous appartenez, je vous cite, à la race maudite. Et vous développez ensuite toute une anaphore sur les boomers. C'est la génération des profiteurs de paix, de prospérité, celle du nihilisme insensé, la transcendance congéniée. Alors, est-ce que c'est pas un peu dur d'essentialiser toute une génération? Parce que il y avait un lecteur de Boulevard Voltaire qui m'écrivait récemment, qui me disait, pour nous qui avons résisté, mais comme vous, c'est un peu une double peine, parce que on a toujours nagé à contre-courant et puis maintenant on est assimilé à cette génération. Ben oui, mais c'est la loi du nombre qui prévaut et c'est une réalité. C'est-à-dire toutes les grandes transformations qu'on vient d'aborder sont passées par cette génération qui a été la dernière à bénéficier de la transmission, tout l'héritage culturel formidable, voilà, et qui après a tiré l'échelle. Ce qui s'est passé après, ça ne l'intéressait pas. C'est pour ça que je dis que l'écosystème qu'elle a mis en place est un écosystème. C'est la première génération à ne vivre que pour le présent, à ne pas se projeter dans l'avenir. Je dis, les boomers sont des héros de science-fiction, c'est-à-dire du présent arrêté. Et tout dans cette période l'illustre. C'est auto-engendrement, nous sommes nés de personnes, et après nous, le déluge. C'est la génération antigénéalogique. C'est la première qui réalise ça. C'est comme ça. Alors bien entendu, il y a des gens qui ont échappé à cela et qui ne se sont pas coulés dans ce moule-là. Mais aujourd'hui, c'est celle qui, vous le savez, domine le marché électoral. 17 millions de retraités qui constituent 45% des votants au deuxième tour de la présidentielle. On ne peut pas être élu sans eux. Et eux ont des exigences qui sont liées à leurs intérêts propres, comme ils les ont d'ailleurs toujours défendus. Ce qui est très intéressant de voir d'ailleurs, c'est que cette période des 15 piteuses, 1960-1975, est aussi la période où se forment toutes les libérations et où seront un invariant anthropologique qui durait depuis, j'allais dire, des siècles, le taux de suicide, qui était très élevé dans les classes d'âge au-dessus de 60 ans, devient l'apanage des jeunes et des plus jeunes. C'est-à-dire que la réaction d'une partie de cette génération des boomers dont je fais partie a été de quitter la vie par le suicide, alors que ce n'était
jamais ou très rarement le cas auparavant. C'est quand même très intéressant de constater cette rupture, ce fait. Voilà. Nous sommes aussi la génération qui a remplacé le sacré par la consommation de psychotropes, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Les rapports se sont inversés entre le nombre de psy et le nombre de prêtres, exactement. En gros, 70 000 prêtres dans les années 60, et il devait y avoir 4 ou 5 000 psy, psychanalystes, psychologues, etc. Le rapport totalement inversé. Donc, tout le domaine de l'émotion, de l'affect, je veux dire, du soutien psychologique a été marchandisé aussi. Et c'est le fait de cette génération. Comme elle, là aussi c'est un des paradoxes, la révolution consumériste a soucieux d'élargir son marché, a inclus non seulement une population féminine de plus en plus importante, mais une population jeune, grâce à l'argent de poche donné par les parents. C'est tout le phénomène de la vague d'acculturation américaine. De Gaulle, à l'époque, proclame la volonté de s'affranchir du leadership américain, mais il n'a rien fait pour lutter contre l'invasion de cette culture américaine, notamment, par exemple, le rock, qui est l'incubateur d'une conscience de classe générationnelle. Le rock, c'est le ciment de toute ma génération. Philippe Paty était l'empereur de tout cela, avec une émission comme Salut les copains, La Presse, Dites la presse yéyé, qui a évacué tout un patrimoine culturel, qui a pris la place d'un patrimoine culturel, qui a évidemment là aussi modifié les comportements. Le rock donne la place, met en avant la musique plutôt que le logos. D'ailleurs, un des premiers rocks, c'est Tu parles trop. Vous voyez. Donc, pas de logos, mais du bruit. Voilà. Tout ça sont des changements anthropologiques considérables, et ils ont été le fait de cette génération. Oui, mais s'ils sont arrivés, c'est qu'il y avait un terreau de frustration. Moi, on me dit souvent, du reste, quand je parle de la société d'autrefois et que je dis que ça pouvait être mieux avant, on me dit « Ah, mais tu n'as pas connu la dureté des prêtres dans les pensionnats, le monde était ainsi, comme cela, il ne faut pas l'idéaliser. » Comment expliquez-vous que les boomers aient rejeté tout leur héritage? Il y avait bien un souci. Alors, oui, des soucis, il y en a dans toutes les sociétés, il y en a. Le problème n'est pas de savoir effectivement s'il y avait des frustrations, il y en avait, il y en a autant aujourd'hui. On a changé complètement de société, une société qui a proclamé qu'il était interdit d'interdire, et les frustrations demeurent. Vous voyez, par exemple, vis-à-vis de la sexualité, le discriminant de l'argent est encore plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 40 ou 50 ans. Alors, ces frustrations, bien entendu, existaient, ces refoulements, mais elles étaient le produit, effectivement, d'une civilisation qui savait que l'humanité avait besoin d'un cadre, de contraintes. Alors, pourquoi cette bascule? Bien, parce que, précisément, à un moment, on a fait le choix de la facilité. Plus de contraintes, plus d'ascèse, plus d'efforts, plus de discipline, et ça s'est reporté sur tout le reste, pas simplement dans le domaine des relations interpersonnelles, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'éducation, avec les résultats que vous constatez aujourd'hui. Donc, il y a toujours des excès, il y a toujours des formes d'autoritarisme qui étaient insupportables, des formes de hiérarchie, ou qui étaient mal vécues, mais une civilisation se juge à ses produits. Que produisons-nous aujourd'hui? Nous connaissons nos classements en matière d'éducation, notre production culturelle, on n'a pas besoin effectivement de faire de longs développements sur le sujet. Donc si une société se juge à ce qu'elle est capable de produire, la levée des frustrations et des tabous a abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ces tabous, ces contraintes, elles avaient une utilité sociale, alors qu'elles étaient mal supportées par certains caractères, sûrement, oui. Alors, vous avancez cette idée intéressante que la réussite de l'Occident était liée à l'austérité de ses mœurs et que la déliquescence des mœurs a conduit à l'effondrement de l'Occident. C'est pas moi qui l'avance, je ne fais que reprendre les travaux de Arnold Toynbee ou de Unwin, qui, à travers des études anthropologiques très fouillées, ethnologiques très fouillées, ont montré que les sociétés qui retardaient l'accès à la sexualité convertissaient en fait l'énergie sexuelle en énergie créatrice, en énergie sociale, étaient beaucoup plus
productive. Voilà. Donc c'est un travail qui a été fait sur 1000 ans d'histoire. Les sociétés où la sexualité est dominante sont des sociétés qui intellectuellement sont moins avancées. C'est leur thèse. Il semble qu'ils aient mis en avant un certain nombre d'arguments pour l'étayer. Mais voyez, par exemple, ces travaux-là n'ont jamais été traduits en français. C'est assez curieux. C'est quelque chose qu'on n'envisageait pas dans la culture française, alors que la pratique des mœurs, c'était cela. Une des formes, par exemple, de régulation des naissances, c'était l'âge du mariage retardé. Hein, voilà, on se mariait assez tard dans la société du 14e, 15e, 16e siècle. C'est ce qui a permis aux femmes d'être instruites, du reste. Voilà, donc effectivement, la sexualité soustrayait du temps à l'étude. Donc le pari fait par un certain nombre de civilisations, c'était effectivement de retarder l'accès à la sexualité le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est un discours qui suscite l'ahurissement ou l'ébahissement de ceux qui découvrent ce type de travaux, mais c'est une réalité. Et vous voyez, c'est toujours la même chose. L'expérience et l'histoire montrent que quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. On pouvait envisager, de toute façon, l'historien Philippe Ariès disait, on a lancé le débat sur le contrôle des naissances comme si ça n'avait jamais existé. Alors que nous étions le pays où, selon la formule de l'historien Meaux, qui a écrit un livre en 1788, on trompait la nature. Le coït interrompu, l'étreinte réservée, les Français pratiquaient une forme de contrôle de leur sexualité depuis toujours. Bon, on a introduit simplement des moyens techniques, la pilule, le stérilet, l'avortement par la méthode Karman, qui font qu'on est passé, je veux dire, de l'efficacité du glaive romain à celui du missile balistique. Et en fait, il n'y a pas de... on ne peut pas passer... le contrôle des naissances aboutit tout de suite à limiter les naissances. Ce qu'on a détruit avec les nouvelles techniques de contraception, c'est les enfants non désirés. Et il faisait justement la vitalité, le dynamisme de la natalité en France. Et vous dites le 4e ou le 5e enfant. Voilà, les chiffres là aussi sont très intéressants à regarder. Dans les années 60, les femmes obtenaient le nombre d'enfants qu'elles désiraient. On a des études statistiques, nombre d'enfants désirés, 2,5 par femme en âge de féconder. Nombre d'enfants obtenus, 2,5. À condition d'accepter de les avoir, pas au moment forcément où on le souhaitait, pas tout à fait dans les conditions où on le souhaitait, c'est ce qu'on appelait l'enfant non désiré, ce qu'on a appelé après l'enfant accident. Mais l'idéologie de l'enfant désiré et de l'amour montre que il n'y a pas de contrôle de naissance. En fait, le contrôle de naissance, c'est tout de suite la limitation des naissances. On a détruit cette part de fécondité et on ne l'a plus jamais retrouvée. Si bien qu'en 75, nombre d'enfants désirés par les femmes, 2,5 toujours. Nombre d'enfants obtenus, 1,8. Vous voyez ? Et donc tout bascule à partir de ce moment-là parce que, en fait, la contraception n'a pas su régler le curseur entre le désir de la femme et le résultat obtenu. Alors, ce qui me frappe dans ce second tome, comme dans le premier, du reste, c'est que dans cette révolution civilisationnelle que vous décrivez, vous parlez très peu d'immigration. Vous l'évoquez un petit peu avec Alfred Sauvy, qui parlait en son temps déjà peu ou prou de grands remplacements, même si l'expression n'avait pas encore vu le jour. Et pourtant, il est indéniable que cette immigration participe massivement de nos bouleversements. Mais si, j'en parle précisément, au moment du débat sur la loi Veil. Oui, voilà. Ce qui m'a frappé, c'est que le concept de grand remplacement n'était pas inventé, mais l'idée était le fil rouge de toutes les interventions des députés gaullistes qui sont succédés à la tribune. Suite assez peu audible. Après l'élection de Giscard, les gaullistes sont évincés du pouvoir, en tout cas mis en touche, même si Chirac est Premier ministre. Et toutes leurs interventions vont dans ce sens en disant à la crainte de la dénatalité s'ajoute la crainte d'une immigration, invasion, submersion qui va changer notre identité, qui va changer nos mœurs. Je me rappelle très bien le discours de Debré, Michel Debré, qui était le premier ministre du général de Gaulle, qui monte à la tribune et qui dit « Nous faisons le choix de diminuer et de vieillir au moment où les peuples à nos portes, en Méditerranée, les peuples du Maghreb, ont fait le choix, eux,
de croître et de rajeunir. Voilà. Toutes les interventions se font sur ce thème. Alfred Sauvy, qui est le grand démographe, titulaire de la chaire au Collège de France, il dit « Un peuple qui arrête sa reprogrammation, la reprogrammation de la vie, est un peuple qui consent à être remplacé et à sortir de l'histoire. Personne à l'époque ne les traite de racistes ou de xénophobes. Ce sont des sommités intellectuelles, des autorités morales ou des autorités politiques. Je veux dire, il n'y a qu'à lire effectivement les interventions de Pierre Basse, de Michel Debré, de Jean Foyer. Voilà. En fait, Jean Foyer lance la version en disant à Simone Veil, votre loi est une loi qui institue l'avortement sans limite. Sans limite, et c'est bien ce qui va se passer, puisque aucune des sanctions prévues dans le cadre de la loi Veil ne sera jamais appliquée. Donc, on a fait des choix qui en fait étaient des choix idéologiques. Après, nous refusons d'en assumer les conséquences. Même aujourd'hui, le mouvement féministe, je vous dis, le mouvement MeToo, qu'est-ce que c'est une réaction face à ces années de libération sexuelle, où le corps de la femme a été réifié, marchandisé. Donc c'est une forme de revanche sur les hommes. À l'époque, c'est très intéressant, les femmes demandaient justement la fin de la mainmise de l'emprise de l'État sur la vie privée. L'État qui veut nous obliger à faire des enfants, qui se mêle de ses affaires. Voilà. En gros, c'était ça. Mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Ça, c'était les années 60-70. Aujourd'hui, au contraire, les mêmes féministes réclament de plus en plus de contrôle social et politique sur la vie privée. De plus en plus, judiciarisation de l'intime, alors que c'était tout le sens de leur révolte des années 70. Parce que, effectivement, ce mouvement de libération sexuelle a amené une telle aliénation de la femme. Je disais tout à l'heure que les hommes n'ont pas aboli leurs privilèges en votant la loi Neuwirth, mais ont établi une sorte de droit de cuissage permanent. On sanctifie, on sanctuarise les lois dont on réprouve les conséquences selon la formule bien connue de Bossuet. Voilà. Alors Patrick Buisson, est-ce que tout est foutu ? Ou est-ce qu'on a des raisons d'espérer ? Des raisons d'espérer, on en a toujours. Évidemment que le diagnostic... Pierre-Alexandre Taguieff a fait paraître récemment un livre sur la décadence et l'histoire de la décadence. Toutes les époques ont eu le sentiment qu'un processus de décadence était amorcé. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les dystopies qu'on nous propose aujourd'hui le petit monde de l'écologie punitive, c'est l'espèce de féminisme ultra radicalisé, tout cela n'aura pas lieu. Ce qu'enseigne l'histoire aussi, c'est que c'est une formidable formule de Georges Bernard Shaw qui dit « Il est plus facile de bâtir un temple que d'y faire descendre un dieu ». Bon. On a cherché les formes de sacrée de substitution après le reflux du catholicisme en Occident. On ne les a pas trouvées. Les sacrés de substitution se sont succédés. Ils n'ont pas réussi à créer un ciment social, ni à donner des raisons de vivre. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué en faisant ce travail, c'est que la crise de la reproduction de la vie, c'est-à-dire le grand krach démographique qui commence à partir de 65 en Occident, s'est accompagné d'une crise des systèmes de représentation qui donnaient du sens à la vie. Tous sont effondrés en même temps. Voilà. Je dis, nous sommes devenus des sociétaires du néant, des sans-abri transcendantaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de système de sens qui donne à la vie une finalité et un objectif. Est-ce que ça peut durer longtemps ? Je ne le crois pas. Il y a un moment, justement, vous disiez... L'ancien régime des mœurs s'est écroulé parce qu'il y avait des frustrations. Eh bien, je pense que celui qui a pris sa place nourrit des colères, des frustrations, tant d'insuffisance que quelque chose va venir pour le remplacer à son tour. Qu'est-ce que ça sera ? J'ai terminé mon livre par une phrase de Bossuet qui disait « Quand Dieu efface ce qu'il veut écrire ». Bon, on ne sait pas ce que ça sera, mais on voit bien que le parti qui a été pris de la facilité, le parti qui a été pris de la suppression de tous les interdits et toutes les contraintes, aboutit à une société de moins en moins vivable et encore plus invivable que pouvait l'être malgré les frustrations,
la société d'Ancien Régime. Alors nous arrivons à l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame. Est-ce que la volonté quand même de reconstruire cette cathédrale à l'identique et sans doute cette réussite, c'est pas un motif d'espérer? Ah mais sûrement, mais je crois qu'il y en a plein d'autres. J'ai lu dans la presse qu'il n'y avait jamais eu autant de baptisés la nuit pascale, 5000 je crois, cette année par rapport aux années précédentes. Je crois que le progressisme a échoué. Il a échoué dans sa promesse de bonheur. Il ne porte pas de grands récits capables de faire se mouvoir les gens et justement de construire des œuvres d'art, de créer quelque chose de fort et d'unifiant. Et la preuve de cet échec, c'est l'explosion de la consommation de drogue. Je vous parlais des psychotropes tout à l'heure. Il n'y a pas de promesse que le progressisme ait tenue. Il y a celle du progrès technique, pas celle du progrès moral. On sait bien, le XXe siècle était le siècle des totalitarismes, des massacres, comme les guerres de religion n'en avaient jamais produit. Et donc, quand un système arrive comme cela en bout de course, il se produit forcément quelque chose qui change la nature du système. C'est ce qui s'est passé. Alors, vous me dites, pourquoi la société à laquelle vous vous référez, en gros la société qui reposait sur le christianisme, la civilisation chrétienne, la chrétienté, s'est effondrée aussi facilement. Mais parce qu'elle a eu devant elle une machine de reformatage, d'anthropofacture, je vais parler d'ingénierie sociale, considérable qui n'avait jamais existé dans l'histoire. Les mandements épiscopaux, c'était rien à côté de la télévision, qui était une machine à reformater les esprits. Le feuilleton du soir à 19h40, tout le monde le regardait. Il indiquait quels devaient être les nouveaux comportements, les nouvelles conduites, les nouvelles mentalités. C'était un outil de rééducation, et au mauvais sens du mot, extraordinairement puissant. Jamais aucun pouvoir ni aucun État n'avait disposé d'un tel outil pour changer la société. Et c'est bien ce qui s'est passé dans les années 60-70. Donc vous dites, évidemment, la société qui a été balayée avait des fragilités. Mais face à cet appareil de conditionnement et de reformatage, qui aurait pu tenir ? Le christianisme n'a jamais disposé de cela. On a fait la critique de son influence, du conditionnement des esprits qu'il a pu exercer, mais pas avec les outils dont dispose la société moderne, qui effectivement a pu déconstruire en quelques années ce qui était le produit de 1500 ans de civilisation. Merci Patrick Buisson. Je rappelle aux lecteurs de Boulevard Voltaire le titre de votre livre, Décadence. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, bon dimanche.